Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous continuons sur les vidéos de révision du BTS SEO et cette fois-ci nous nous attaquons au chapitre de l'arithmétique. Alors le chapitre de l'arithmétique il est assez diversifié dans sa composition, ce qui va faire que les notions sont assez diverses et il est parfois un petit peu compliqué de trouver un exercice type à résoudre tant en fait les notions sont différentes. Le chapitre d'arithmétique va parler autant de calcul dans d'autres bases. On s'intéresse à la base 10, mais maintenant on s'intéresse aussi à la base 2, la base octale et la base hexadécimale. On s'intéresse à la conversion entre ces bases. On s'intéresse à savoir comment est-ce qu'on représente un nombre à virgule dans une autre base. On a aussi une grosse partie sur la partie divisibilité d'un nombre, où on a des propriétés sur les nombres premiers, où on a une décomposition en facteurs premiers, on parle de PGCD et ainsi de suite. Donc là aussi, des choses vraiment très différentes. Et pour terminer, on aura une partie sur la congruence qui va s'intéresser aux différents restes. C'est des propriétés sur les restes en fait par des divisions euclidiennes. Donc vous voyez que c'est un chapitre déjà qui va regrouper énormément de choses. Donc j'ai essayé de faire comme d'habitude un petit résumé des notions qui sont attendues pour ce chapitre-là. Et on va essayer de prendre un exercice type, donc une mise en contexte, qui va utiliser les propriétés que l'on a mis en lumière au travers du chapitre d'arithmétique. Donc je vous propose directement de commencer ces révisions par revoir les points qui sont importants dans ce chapitre et on va les illustrer un petit peu. Comme d'habitude, je vous mettrai un document en description que vous pourrez récupérer. C'est le document qui va me servir de ligne conducteur, de fil d'Ariane un petit peu au travers de cette vidéo. Donc, quelles sont les notions les plus importantes à retenir quand on parle d'arithmétique pour le BTS SEO, mais c'est un module qui peut servir également à d'autres spécialités. Alors, les éléments à retenir sur l'arithmétique, déjà, on va déjà parler du système de numération. On aura les numérations en base 10, en base 8 et en base 16. Alors, pour se souvenir un petit peu de comment ça marche, si jamais je compte dans une base, on est habitué à compter en base 10. Donc du coup, quand je compte en base 10, je me retrouve avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis 10, 11, 12, 13 et ainsi de suite. Je vais me servir du tableur pour aller un petit peu plus loin. Hop. Comment est-ce que ça marche si on y réfléchit bien? Eh bien en base 10, en fait, on se retrouve avec 10 nombres, 10 chiffres, de 0 à 9. Et donc, on part de 0, on arrive à 9, et quand on arrive à 9, en fait, on a utilisé les 10 chiffres qui étaient à notre disposition. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, on va ajouter une dizaine, et on va remettre les unités à 0, et on va recommencer à compter à partir des unités à 0. En fait, ce principe, on l'utilise depuis qu'on est tout petit, quand on a appris à compter. Et on a souvent appris à compter en base 10. Si jamais on voulait maintenant compter dans une autre base, eh bien on pourrait garder exactement ce que l'on vient de mettre en place ici pour la base 10. Imaginons maintenant que je veuille compter en base 2. Alors en base 2, en base 10, on n'a que 10 chiffres, en base 2, on n'en a que 2. C'est-à-dire qu'on a le 0 et le 1. Alors je commence à compter en base 2. Donc j'ai 0, 1. Et puis là, ça allait un petit peu plus vite qu'en base 10. J'ai déjà utilisé tous les chiffres qui étaient à ma disposition. Donc comment ça se passe? Tout simplement, j'ajoute une dizaine et je recommence à compter à partir des unités à 0. 1, 1, 1, 10, 1, 0, 1, 1. Bon, j'arrive encore une fois à mes limites. Cette fois-ci, j'arrive à mes limites à la fois en dizaines et à la fois en unités. Donc, je vais faire exactement comme dans la partie décimale. Je vais rajouter une centaine et je vais remettre les dizaines et les unités à 0. Et je vais recommencer à compter comme ce que je faisais avant. J'arrive maintenant à une représentation où je n'ai plus que des 1. Donc là, je ne peux pas aller plus loin en restant sur 3 chiffres. Donc, ça va m'imposer à cette fois-ci à passer sur les milliers et à recommencer à compter comme avant. Voilà, et ainsi de suite, et je vais compter comme ça en binaire. Si jamais je veux compter maintenant en base 16, la base hexadécimale, eh bien la base 16, cette fois-ci j'ai 6 chiffres. J'ai les 10 chiffres que j'avais déjà en base 10, et j'ai rajouté les lettres de A à F pour compléter des lettres, pour que je puisse compter jusqu'à 16. Donc je vais récupérer les 10 chiffres comme dans la base décimale, je vais compter 5, 6, 7, 8, 9. Une fois arrivé à 10, en fait, je vais compléter avec les lettres A, B, C, D, E, F. Donc vous voyez que j'ai les chiffres, mais je suis de 0 à 15, donc j'ai bien mes 16 chiffres. Et à partir du moment où j'ai à F, eh bien je vais rajouter un chiffre pour les dizaines, et je vais recommencer à compter à 0 pour les unités. Et donc je vais continuer à compter comme cela. Ok,
Donc vous voyez en fait que les systèmes de numération, si vous avez compris les propriétés, comment est-ce qu'on passe d'un nombre à son suivant, en fait vous arriverez facilement à retrouver comment ça marche. Alors on pourrait utiliser simplement une table de cette façon-là pour retrouver les conversions entre les bases. C'est-à-dire que 7 en base 10 est égal à 1111 en base 2 et qui est égal à 7 en base 16. Donc là on peut le voir assez facilement, mais si on travaille avec des nombres un petit peu plus grands, ça va commencer à être casse-pied finalement de compter jusqu'à ces nombres-là pour trouver une conversion. Donc on utilise pour convertir en fait d'une base à l'autre une table de conversion. Si par exemple je me rends compte que je veux convertir par exemple 1635 en base 10, je l'ai en base 10, et bien en fait tout simplement, je sais que j'ai un chiffre des milliers qui est 1, j'ai un chiffre des centaines qui est 6, j'ai un chiffre des dizaines qui est 3, et j'ai un chiffre des unités qui est 5. Et pour recomposer mon nombre quand je l'ai écrit comme ça, eh bien je sais tout simplement qu'il faut que je multiplie 1 par 1000, 6 par 100, puisque c'est les centaines, 3 par 10, puisque c'est les dizaines, et les unités par 1. Et donc si je cherche à avoir une règle de calcul, enfin je peux déjà calculer, je fais ça, je fais 1 fois 1000, ça va me donner 1000, et ainsi de suite. Et si je refais la somme des nombres que je viens de trouver, en fait, je vais retrouver mon 1635. C'est normal, 1635 c'est 1 millier, plus 6 centaines, plus 3 dizaines, plus 5 unités. Ok, donc c'est pas super intéressant pour la base 10, puisque le nombre dont je suis parti, c'est celui où j'arrive. Bon, j'ai pas fait vraiment un grand exploit. Maintenant, on va juste essayer de comprendre déjà en base 10 comment est-ce que ça marche. Vous voyez que je suis en base 10, et vous voyez que là, à chaque fois, je multiplie par 1, 10, 100, 1000. Donc le prochain rang serait x 10 000, le prochain rang serait x 100 000. Ok. Donc j'ai l'impression que je multiplie ma base 10. Si je devais le multiplier par ma base 10, ici, en fait, j'aurais 10 puissance 3, j'aurais 10 puissance 2, 10 puissance 1 et 10 puissance 0. Donc c'est comme s'il y avait une notion de rang pour chacun des chiffres. Les unités seront au rang 0, les dizaines au rang 1, les milliers au rang 3, et la puissance, en fait, simplement, serait la puissance de 10 de la base élevée à la puissance du rang. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, j'aurais ma base 10, qui est ici, qui serait élevée à la puissance du rang. Alors, ça s'écrit dans le tableur. Ouais, c'est comme ça, voilà. Et donc, il me suffit de tirer cette formule. Non, visiblement, c'est pas ça. Ah, j'ai pas bloqué la base. Je vais juste terminer que ma formule fonctionne, et puis on va revenir dessus. Voilà. Simplement, j'ai pris la base 10. 10 puissance 0, ça me donne 1. 10 puissance 1, ça me donne 10. 10 puissance 2, ça me donne 100. Et 10 puissance 3, ça me donne 1000. Ok, donc comme ça, j'ai recalculé, finalement, en fonction de la base, la puissance auquel doivent être élevés les milliers, les centaines, les dizaines et les unités. Maintenant, je me suis fait un petit convertisseur. Et voilà, tout simplement, maintenant, si jamais je veux exprimer un nombre binaire, 1, 0, 1, en base 2, et bien vous voyez que si je fais en base 2, je vais me retrouver avec 2 puissance 0 qui est égal à 1, 2 puissance 1 qui est égal à 2, 2 puissance 2 qui est égal à 4, 2 puissance 3 qui est égal à 8. Et si je veux convertir mon nombre 1, 0, 0, 1, en fait, vous vous rendez compte que mon convertisseur fonctionne toujours et il va me convertir en 9 en décimale. Ok. Est-ce que je peux utiliser ce convertisseur pour m'occuper des chiffres à virgule? Bah, évidemment, si jamais j'avais un nombre à virgule, par exemple 1001 puissance 101, donc là j'aurais la virgule et j'aurais 101. Je vais juste ici mettre ici un petit bout de tableau pour que je me souvienne bien que j'ai les virgules à ce niveau-là. Alors le rang, en fait, si on a compris, vous voyez que pour passer du millier aux centaines, j'enlève 1, des centaines aux dizaines, j'enlève 1, des centaines aux unités, j'enlève 1. Donc si jamais je veux passer des unités au dixième, la suite logique serait que j'ai moins 1, moins 2, moins 3. Donc dixième, centième, millième. Et là, j'aurais écrit mon petit convertisseur qui fonctionne bien. Je pourrais continuer à tirer juste ma formule. Voilà. Et en fait,
Là, il faudrait que je continue à tirer ma formule également. Hop. Et il me resterait juste à faire la somme de tout ça pour de nouveau avoir le calcul de mon chiffre à virgule, c'est-à-dire que 1001,101, voilà, en base 2, eh bien c'est égal à 9,625 en décimale. Tout ça, c'est beaucoup plus détaillé dans les cours que j'ai fait, c'est juste un petit rappel pour savoir comment convertir d'une base à une autre. Si jamais je voulais reconvertir vers la base décimale, en fait, il suffirait de faire des divisions successives par la base. Tout ça, c'est expliqué dans la vidéo qui va parler de conversion, qui est déjà présente sur ma chaîne dans la partie arithmétique. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il faut encore savoir? Eh bien, on a représenté le nombre à virgule, on s'est occupé des conversions de base, il faut savoir les opérations de base sur les différentes bases, c'est-à-dire qu'il va falloir savoir comment additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres en base 2, des nombres en base 8 ou des nombres en base 16. Là aussi, si vous avez compris comment ça marche avec les nombres décimaux, vous avez fait la plus grosse partie du travail, puisque les mêmes propriétés vont s'appliquer sur les nombres qui sont exprimés dans une autre base. On a parlé aussi de notion d'arrondi. Alors là, pareil, la notion d'arrondi, on va l'expliquer sur un nombre décimal, mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est exactement pareil avec n'importe quelle base. La notion d'arrondi, en fait, vous avez simplement un nombre à un moment donné. Voilà, je vais prendre un nombre au pif, je vais appeler ça 178,654. Et si je veux faire un arrondi, par exemple, au dixième, eh bien tout simplement, je vais chercher quel est le dixième qui est directement inférieur à 178,654, et je vais trouver que le dixième qui est inférieur, ça va être 178,6. Et quel est le dixième qui lui est supérieur? Eh bien tout simplement, ça va être 178,7. Ok. Et donc maintenant, qu'est-ce que on va me demander de chercher? Eh bien tout simplement, on va juste essayer de comprendre, est-ce que c'est la distance qui sépare le nombre que je cherche à arrondir de sa borne min qui est la plus petite, ou est-ce que c'est la distance entre... Non, je ne peux pas le faire comme ça. Ou est-ce que c'est la distance qui le sépare de sa borne max qui va être la plus petite? Tout simplement. Comment je fais ça? Eh bien tout simplement, maintenant que je sais faire des soustractions, des additions, enfin surtout la soustraction qui va nous aider là-dedans, si je veux connaître quelle est la distance qui sépare ma valeur de la borne min, et bien tout simplement, la distance, ça va être 178,654, auquel je vais enlever la borne min, 178,6, qui va me donner finalement 0,054. Et si je veux connaître la distance qui va le séparer de la borne max, et bien tout simplement, ça va être 178, ma borne max, auquel j'enlève mon nombre, 654, et ça va me donner 0,046. Et donc on s'aperçoit que 0,046 c'est plus petit que 0,054, donc ma valeur est plus proche de sa borne maximum que de sa borne minimum, et donc vous aurez résolu votre notion d'arrondi. Vous pouvez utiliser exactement le même principe, que ce soit en base 2, en base 10, en base 8 ou en base 16, vous allez retrouver le même principe, et si vous savez faire une soustraction entre les nombres d'une base autre que 10, en fait, vous n'aurez aucun problème à trouver votre solution. Voilà. Donc on en termine un petit peu avec cette suite, la notion d'autres bases. Et en arithmétique, ce qu'on va vous demander aussi, c'est la notion de divisibilité. Alors, division euclidienne, on va y revenir rapidement également. La division euclidienne, c'est simplement la division telle qu'on la posait quand on était à l'école primaire. On avait par exemple 258 qu'on voulait diviser par 2, et on posait simplement la division. On posait simplement notre division comme cela, et on essayait de voir combien, on essayait de prendre notre 2, d'abord des centaines, combien il y a de fois 2 dans 2, et bien il y a 1 fois 2, 1 fois 2 ça fait 2, si je fais 2 moins 2 dans mon opération, hop, ça va me donner 0, puis je descends 5, combien il y a de fois 2 dans 5? Eh bien 2,
2, ces deux-là, fois 2, ça fait 4. Encore une fois, je les soustrais aux 5 qui existaient. Voilà. Et donc ça va me laisser 1. Puis je vais descendre le 8 dans sa colonne. Combien il y a de fois 2 dans 18? 9. 2 fois 9, ça va me donner 18. Si j'enlève 18 à 18, il va me rester 0. Et donc ce que je peux dire simplement, c'est que 258 divisé par 2, ça va me donner 129, et il reste 0. Ok, donc ça c'est la division euclidienne telle qu'on la connaissait à l'école primaire, avant qu'on utilise la calculatrice et qu'on sache qu'il existe des nombres à virgule. Bon, cette notion elle est importante aussi de dire, c'est que si jamais le reste arrive à 0, ça veut simplement dire que 2 est un multiple de 258, et ça veut dire que 129 est aussi un multiple de 258. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un multiple? C'est tout simplement, je peux dire que 258 est égal à 2 fois 129 plus un reste, mais dans le cas d'un multiple, en fait, ce reste est égal à 0, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'un multiple, c'est un nombre par lequel je peux diviser mon premier nombre, et le reste est égal à 0. Ok. Ou alors on peut dire tout simplement, voilà, si 2, on peut l'écrire comme ça, si 2 divise 258, ça veut dire qu'il existe un nombre k, je l'écris comme ça veut dire qu'il existe un nombre k tel que 258 égale 2 fois k, avec k nombre entier. Ok, donc ça c'est pour les notions de divisibilité. On va s'occuper aussi de la notion de nombre premier. Alors un nombre premier, par définition, c'est un nombre qui a simplement deux diviseurs, qui sont lui-même et 1. Donc tous les nombres sont divisibles par 1 et sont divisibles par eux-mêmes. Un nombre premier, ça veut dire qu'il n'a juste pas d'autres diviseurs. Donc les premiers nombres premiers, ça va simplement être 2, 3, 5, 7, 11, 13 et ainsi de suite. Cas particulier, le 1 n'est pas un nombre premier puisqu'il n'est pas divisible par deux diviseurs, il est juste divisible par 1 et par lui-même, donc il est divisible par 1 en fait, ce qui fait qu'il n'y a qu'un seul diviseur. Autre cas particulier, 0 est divisible par tout et n'importe quoi. Vous divisez 0 par tout, par n'importe quel autre nombre, vous allez toujours obtenir 0. Donc 0 n'est pas premier non plus. On va s'intéresser à la décomposition en nombre premier. La décomposition en nombre premier dit que n'importe quel nombre qui n'est pas premier peut s'écrire en fait en facteur, en produit de nombres premiers. Alors comment je peux faire ça? Je vais prendre un nombre pas trop grand en fait, je vais prendre 46 par exemple, et je vais essayer de le décomposer en facteurs premiers. Alors je connais les premiers nombres premiers, hein, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Alors est-ce que 46 est divisible par 2? Oui, 46 est divisible par 2 puisque 46 est pair. Donc 46 c'est 2 fois 23. Ouais, c'est ça. 2 fois 23. Donc là, je me retrouve avec un 2, et je me retrouve avec un 23, qui est un nombre premier. Ouais, 23 est un nombre premier. Et donc, vous voyez que je peux écrire 46 comme facteur de deux nombres premiers, qui sont 2 et 23. Donc, là, on peut toujours l'écrire de cette façon-là. Comment je procède? J'essaie de le diviser par 2. Si jamais c'est possible, eh bien, je le fais 2 fois avec ce qui reste. 47, 6 c'est peut-être pas super intéressant, je vais plutôt prendre 48. 48 à diviser par 2, oui, c'est 2 fois 24. Ok, donc le 2 est un facteur premier, je m'en occupe plus, je le réécris. Est-ce que 24 est divisible par 2? Oui, 24 est divisé par 2, c'est 2 fois 12. Je retombe sur 12. Est-ce que 12 est divisible par 2? Oui, c'est 2 fois 6. 2 fois 2 fois 2 fois 6. Est-ce que 6 est divisible par 2? Oui, c'est 2 fois 3. Donc je vais me retrouver avec 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Le nombre que j'ai obtenu maintenant est un nombre premier. Il est dans ma liste de mes nombres premiers. Donc j'ai terminé la décomposition et je peux dire que 48 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Décomposition en nombre premier. J'ai plus que des nombres premiers qui se trouvent dans cette liste, dans le produit de facteurs.
Pourquoi est-ce que c'est important de savoir décomposer un nombre en facteurs premiers? Tout simplement, ça va nous aider à résoudre des problèmes du type PGCD. PGCD, c'est le plus grand commun diviseur, c'est-à-dire vous prenez la liste de tous les diviseurs d'un nombre, de deux nombres, pardon, vous regardez quels sont les diviseurs qui sont communs et vous prenez le plus grand d'entre eux. Donc, si jamais je voulais prendre le plus grand diviseur entre 36 et 24, j'ai une possibilité de le faire avec la décomposition en facteurs premiers. 36, c'est 2 fois 18. 18, c'est 2 fois 2 fois 9. Cette fois-ci, 9 n'est pas divisible par 2, par contre, il est divisible par 3. Donc, c'est 3 fois 3, et j'ai donc divisé 36 en produit de facteurs premiers. 2 est premier, 3 est premier, donc j'ai plus que des nombres premiers dans ma factorisation. 24, c'est 2 fois 12. 12, c'est 2 fois 2 fois 6. Et 2, 6, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ok. Comment je peux trouver le PGCD maintenant? Je vais juste essayer de regarder quels sont les facteurs qui sont communs à 36 et 24. J'ai 2 dans les deux. Ok, donc je vais le mettre de côté. J'ai une deuxième fois 2 dans les deux. Ok, donc je vais encore mettre mon 2 de côté. J'ai 3 pour 36 et j'ai aussi 3 pour 24. Et c'est les seuls facteurs que j'ai en commun, puisqu'en fait, vous voyez que là, cette fois-ci, j'ai un 3, et il me reste un 3 dans 36 et il me reste un 2 dans 24. Donc, j'ai pris tous les facteurs qui étaient communs aux 2, et 2 fois 2, ça fait 4, fois 3, ça fait 12. Donc, je peux en conclure que le PGCD de 36 et 24, c'est 12. Autre façon de faire, on aurait pu faire avec l'algorithme d'Euclide, qui dit simplement que si on a le PGCD de 36 et 24, eh bien ça c'est égal au PGCD du plus petit des deux, donc 24, et de la différence entre les deux nombres. Donc la différence c'est 36 moins 24. 36 moins 24 va me donner 12, ok, qui est égal au PGCD de, je prends le plus petit, 12, et avec la différence de 24 moins 12 qui va me donner 12. Et une fois que j'arrive à PGCD de 12, une fois que j'arrive au PGCD du même nombre, en fait, je sais que le PGCD de 12 et 12, ça va être 12, tout simplement. Donc voilà deux façons de récupérer le PGCD, soit par décomposition, soit par l'algorithme d'Euclide. Enfin, le chapitre d'arithmétique se termine avec la congruence. La congruence, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des propriétés que l'on peut trouver sur le reste. Tout à l'heure, on a fait une division euclidienne, et on avait dit que on récupérait un quotient d'un côté, donc le 129, et on s'occupait du reste. Eh bien, la congruence va nous donner quelques propriétés sur les restes. Alors, on dit que si A est congru à B modulo n, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que... Alors, je vais le reprendre ici. Qu'est-ce que ça veut dire A congru à B modulo n? Ça veut simplement dire qu'on est congru à B modulo n, ça veut simplement dire que si jamais on divise A par n et on divise B par n, eh bien les deux restes sont identiques. Tout simplement. Ça veut dire par exemple que si je prends par exemple 7 divisé par 2, 7 divisé par 2, en fait, ça fait tout simplement 3. 3 fois 2, ça fait 6, ça fait 3, reste 1. Je vais la poser quand même pour qu'on ait un peu les idées claires. Voilà. Ça fait, si je divise 7 par 2, ça va faire 3, reste 1. Si je divise 9 par 2, ça va me donner 4, reste 1. Ce qui m'intéresse ici, c'est simplement la propriété sur le reste. Le quotient, lui, peut être différent. Hein. Là, on voit que le quotient est différent. D'un côté, j'ai 3, de l'autre côté, j'ai 4. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est juste le reste. Et à partir du moment où le reste est identique, vous voyez que j'ai 1 à gauche, 1 à droite. Et bien, du coup, j'ai le droit d'écrire que
j'ai le droit d'écrire que en fait 7 congru à 9 modulo 2. Tout simplement, 7 et 9, quand je les divise par 2, on obtient le même reste. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça, c'est simplement ça la définition qui est derrière la congruence. Donc, ensuite, on a quelques égalités qui peuvent nous aider lorsqu'on va s'occuper de problèmes de congruence. Si par exemple A est congru à B modulo n, alors ça veut dire que A moins B, en fait, est un multiple de n. C'est pour ça que les notions de divisibilité étaient importantes à revoir. Alors dans mon cas, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Eh bien je vais prendre en fait 9 moins 7. Vous voyez, je prends les deux nombres congrus, j'en fais la différence. 9 moins 7, ça va me donner 2. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, 2 est bien un multiple de 2. C'est égal à 2 fois 1. Voilà. J'aurais pu faire par exemple avec 5. 5, ça aurait été pareil. 5 moins 9 est égal à 4, est égal à 2 fois 2. Donc on voit bien que lorsque les nombres sont congrus, eh bien en fait, ils sont multiples du modulo auquel ils sont congrus. Et donc, sur le cours, en fait, je rappelle sur le cours sur la congruence d'autres définitions que l'on démontre. Alors on ne va pas les démontrer de nouveau ici, parce que ce serait une perte de temps, mais gardez-les quand même en tête. À partir du moment où elles ont été démontrées, vous pouvez les utiliser dans les exercices. Donc si A est congru à B modulo n, et que C est congru à D modulo n, avec n entier naturel, alors A plus C est congru à B plus D modulo n, A moins C est congru à B moins D modulo n. Si vous prenez un nombre entier naturel P, P de A est congru à P de B modulo n. Et enfin, la multiplication de produit, AC est congru à BD modulo n. Il y a aussi une notion de puissance. Si jamais vous prenez tout entier naturel P, eh bien A puissance P est congru à B puissance P. Alors attention, notez bien le sens dans lequel sont définies toutes ces propriétés. C'est lorsque vous avez A qui est congru à B modulo n, alors vous avez A puissance P congru à B puissance P modulo n. Ce qui ne veut pas dire que vous avez forcément l'inverse. Ça ne veut pas dire parce que vous avez A puissance P qui est congru à B puissance P modulo n, que forcément A est congru à B modulo n. Attention bien au sens, ce n'est pas un sens d'équivalence, c'est un sens d'implication. Enfin, les notions de congruence sont souvent utilisées en cryptographie, justement pour pouvoir revenir à un intervalle prédéfini. Par exemple, vous codez le cas le plus courant où vous codez, en fait, vous transformez une lettre de l'alphabet, donc de A à Z, en un équivalent décimal. Vous allez faire le A à 0, le B vous allez le convertir en 1, le C en 2, et ainsi de suite, jusqu'au Z que vous allez convertir en 25. Et si jamais voilà, vous faites une opération sur ce nombre-là, eh bien pour de nouveau retomber dans l'intervalle 0,25, vous aurez intérêt à faire un modulo 26. Ça, c'est ce qu'on va faire dans l'exercice qui va suivre. Et je vais essayer de mettre justement en lumière, au travers de l'exercice type, les questions que l'on va pouvoir voir. Donc je vous mets naturellement le document que j'ai devant les yeux en description, et je vous propose de voir tout de suite un petit exercice qui va illustrer tout ce que l'on vient de voir, donc notions de base différentes, divisibilité et congruence. Donc c'est un exercice assez complet, je l'ai monté de façon un petit peu artificielle pour qu'il couvre un petit peu tout, donc ne vous formalisez pas, vous n'aurez normalement pas un exercice qui va être aussi long. C'est simplement que j'ai voulu prendre un exercice qui va couvrir énormément de choses dans le chapitre de l'arithmétique. Comme d'habitude, un exercice type va essayer de mettre les choses dans leur contexte, va essayer d'expliquer quelque chose, et c'est en fait à celui qui résout d'essayer de trouver comment est-ce qu'il va résoudre un petit peu les questions qui vont lui être posées en sortant les différentes valeurs de leur contexte. Donc si vous voulez prendre un petit peu de temps pour réaliser vous-même cet exercice, vous pouvez mettre la vidéo sur pause maintenant. Si jamais vous continuez la vidéo, eh bien j'estime que vous avez déjà travaillé un petit peu dessus et que vous voulez savoir un petit peu comment on résout ce genre d'exercice. Encore une fois, je vous ai dit, c'est le document que j'ai devant les yeux et que je vous présente dans cette vidéo et dans la description, n'hésitez pas à le récupérer. Alors on va partir sur la résolution de cet exercice type et on va regarder un petit peu de quoi ça parle. Alors les notions de congruence, d'arithmétique en BTS-SIO vont souvent porter sur des exercices de crypto. Soit clairement dit, soit un petit peu déguisé. Pourquoi? Tout simplement parce que la cryptographie est justement une façon d'utiliser à la fois
le PGCD, les notions de divisibilité et aussi les notions de congruence. Et puis si on rajoute un petit peu de conversion de base, on arrive finalement avec un exercice de cryptographie à mettre un petit peu tout ça ensemble. Bon, donc on va voir aujourd'hui de quoi ça parle, ce petit exercice, et on va le passer ensemble en revue, essayer de voir comment est-ce qu'on peut le résoudre. Donc Kim et John, cette année en BTS SEO, aimeraient envoyer des messages sans que quelqu'un ne puisse les lire. C'est-à-dire qu'ils ont s'envoyer des messages codés, et ils voudraient que même si quelqu'un tombe sur le message qu'ils se sont envoyés, personne ne puisse le décoder. Ils décident de mettre au point donc des codes, et ils vont essayer de voir comment ces codes fonctionnent. Bon. Alors ils se rappellent un petit peu du cours d'arithmétique qu'ils ont eu durant l'année. Kim se souvient que le cours d'arithmétique parlait de la conversion entre nombres décimaux et binaires, et aimerait bien utiliser ce procédé dans son codage. Elle aimerait trouver un codage qui se base sur une conversion de base. Alors sur le principe, qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Elle aimerait convertir chacune des lettres de l'alphabet, donc de A à Z. Déjà, elle aimerait le convertir en un nombre décimal. C'est souvent ce qui est fait en cryptographie, puisque on ne peut pas vraiment faire des opérations sur des lettres, donc la plupart du temps, on essaie d'associer un nombre à une lettre, et puis ensuite, à partir de ce nombre, en fait, c'est beaucoup plus simple de faire des opérations. Bon, donc elle va déjà convertir chacune des lettres en nombre décimal. Puis, on va essayer de convertir ce nombre de décimales vers le binaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi demander, hein, c'est aussi dans la partie arithmétique, partir de décimales en binaire. On va ensuite appliquer à ce nombre une opération XOR, ou exclusif, avec une clé. Alors, le ou exclusif, c'est une opération qui n'est pas une opération de base, qui est connue en arithmétique, mais on peut essayer de voir ici si vous avez bien compris comment marchent les tables de vérité des différents opérateurs. Alors la table de vérité du ou exclusif nous est donnée, vous voyez que si les deux opérandes A et B sont à 0, le ou exclusif nous donne 0. Si B est à 1 ou A est à 1, on a un 1, et si les deux sont à 1, on a 0 aussi. Donc si jamais on voulait exprimer cette table de vérité en français, c'est que le ou exclusif nous donne 1 lorsque soit B vaut 1, soit A vaut 1, et donne 0 quand A et B sont identiques. Ou alors ça retourne 1 quand A et B sont différents, et 0 quand les deux sont identiques. Voilà. Vous pouvez le prendre un petit peu comme vous le voulez, mais quand vous retrouvez dans une table de vérité, essayez de comprendre un petit peu le mécanisme qui est derrière. C'est pas tout à fait le OU, hein, puisque le OU aurait eu un 1 aussi lorsque A et B sont tous les deux à 1. C'est un OU un petit peu spécial. Bon. On veut ensuite reconvertir la séquence binaire en décimale, puis en caractère, et on veut envoyer son message à John tout en lui donnant la clé pour décoder. Donc là, on est sur la cryptographie qui va se baser sur une clé, c'est-à-dire une clé d'encryption, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'une clé pour coder, et vous allez avoir besoin de la même clé pour décoder. Ok. Donc la plupart du temps, les exercices vont vous expliquer comment fonctionne la cryptographie, hein, puisque c'est pas la cryptographie qui est au programme, mais si jamais vous connaissez déjà un petit peu ces notions de clés, et que vous êtes un petit peu familier avec, ça vous fera gagner du temps lors de la compréhension de votre exercice. Bon. On va essayer de voir comment un exercice est un petit peu agencé. On a toujours les premières questions qui vont essayer de voir si vous avez bien compris l'énoncé qu'on vous a soumis. Ou si vous ne l'avez pas compris, ces premières questions vont vous aider à sortir les éléments clés dont vous allez avoir besoin pour calculer. Donc les lettres de A à Z auront une représentation décimale de 0 à 25. Alors de combien de chiffres ai-je besoin au minimum dans mon nombre binaire si je veux convertir une lettre? Alors ça, c'est une des questions pour voir si vous avez déjà compris un petit peu la représentation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que je peux avoir, normalement si j'ai 26 lettres, j'aurai 26 nombres différents. Et en fait, combien de bits ou de chiffres représentés en binaire je vais devoir avoir besoin, finalement, pour pouvoir représenter 26 cas de figure différents? En fait, on s'est déjà aperçu que... Alors, je vais remettre un petit peu tout ça à plat. On s'est déjà aperçu que... Ok. On s'est déjà aperçu que si jamais j'avais un chiffre binaire, je pouvais représenter que deux possibilités qui étaient 0 ou 1. Ok, donc ça c'est avec un chiffre, je peux avoir deux possibilités. Si jamais j'ai deux chiffres à ma disposition, je peux représenter quatre chiffres, qui sont 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Voilà. Donc là j'ai quatre chiffres. Si jamais j'ai trois chiffres à ma disposition, eh bien je vais pouvoir représenter
une série de 8 chiffres binaires différents. Et alors là, vous avez compris où je veux en venir, tout simplement, à chaque fois que vous rajoutez un chiffre, vous multipliez par 2 le nombre de possibilités que vous pouvez représenter. Donc un chiffre binaire 2, 2 chiffres binaires 4, 3 chiffres binaires 8, 4 chiffres binaires 16, donc je ne suis toujours pas à 26, je peux avoir 16 possibilités, je ne suis toujours pas à 26, et enfin 5 nombres binaires, 32, cette fois-ci, ça y est, 16 x 2, 32, cette fois-ci, avec mes 32 possibilités, je peux enfin représenter mes 26 lettres de l'alphabet. Donc il vous faut au moins 5 bits, il vous faut au moins un nombre à 5 chiffres en binaire pour pouvoir représenter toutes les lettres de l'alphabet. Voilà ce qui répond à ma question. Alors, on va appeler K le nombre que je viens de trouver dans la question A. Donc ça, je vais le garder quelque part. Donc j'avais dit qu'il me faut 5 chiffres dans mon nombre binaire pour pouvoir représenter toutes les lettres de l'alphabet. Alors Kim ne se veut pas se limiter au minimum car elle sait que plus la clé est petite, plus il est facile de décoder le message. Elle voudrait donc que 5 lettres consécutives soient codées de façon différente, autrement dit, elle voudrait une clé de longueur 5K. Quelle est la taille de la clé nécessaire par Kim ? Une longueur de 5K, ça va tout simplement être, si je veux une longueur de 5K clé, et bien tout simplement, ça va être, sachant que K est 5, ça va être une clé sur 25 bits. C'est-à-dire tout simplement, je vais avoir 25 chiffres qui vont coder, 25 chiffres qui vont valoir 0 ou 1. Les 5 premiers chiffres de ma clé vont permettre de coder la première lettre, les 5 chiffres suivants la deuxième lettre, les 5 chiffres d'après la troisième lettre, et ainsi de suite. On va le faire par paquet de 5. Ok. Donc, on va voir comment convertir notre premier message, YO, donc les deux lettres, la lettre Y et la lettre O, et on va représenter et on va essayer de suivre entièrement tout le processus qui a été voulu par Kim. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut coder ces deux lettres. Donc, on va suivre l'étape qui nous est demandée, et on veut convertir donc deux lettres qui sont Y et O. Donc je vais mettre Y ici, je vais mettre O un peu plus loin. Alors, je vais plutôt prendre le... Alors j'ai déjà confectionné ma liste de mots de l'alphabet ici, et je vais donc essayer d'avoir Y et O, je vais coder mon message. Donc première étape, retrouver les représentations décimales des lettres Y et O. Alors Y, on voit ici que c'est le chiffre 24 qui est associé, et O, c'est le chiffre 14. Simplement, j'ai juste numéroté chacune des lettres, A est égal à 0, B est égal à 1, et ainsi de suite, jusqu'à Z qui est à 25. Bon. Première étape, elle est assez facile, donc j'ai retrouvé la représentation décimale des lettres. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande ? Convertir ces deux nombres décimaux en binaire. Bon, alors on pourrait le faire à la main, je vais plutôt utiliser ma calculatrice, en mode programmeur. En mode programmeur, je vais me mettre en partie décimale, je vais rentrer 24, et je vois que la représentation binaire, c'est, alors je reste sur 5 caractères, c'est 1, 1 et 3, 0. Donc c'est 1, 1, 1, 2, 3. Voilà, donc je l'ai représenté en binaire. Je vais faire pareil avec 14. 14 va me donner 1, 1, 1, 0. Alors je vais encore ajouter un 0 non significatif, puisque j'ai dit que je codais sur 5. Voilà. Donc j'ai converti 24 en binaire, j'ai converti 14 en binaire. Ok. Hop. Alors, coder les lettres en utilisant l'opérateur XOR et la clé 1, 1, 0, 1, 1. Alors je vais la mettre 1, 1, 0, 1, 1. Donc là j'ai ma lettre Y, là j'ai la clé. Donc la clé 1, 1, 0, 1, 1. Et l'autre partie de la clé qui est 0, 0, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 0. Ok. Et on me dit d'utiliser l'opérateur XOR. Donc l'opérateur XOR, je vous l'ai donné en haut. Si les deux opérandes sont identiques, alors j'ai 0. Si les deux sont différentes, j'ai un 1. Ok, donc là, les deux sont les mêmes. 0, c'est les mêmes. 0, c'est les mêmes. 0. Différent, 1. Différent, 1. Les mêmes, 0. Différent, 1. Les mêmes, 0.
les mêmes 0, les mêmes 0. Ok. Donc j'ai obtenu 2 nombres binaires. D'accord. Alors, comment est-ce que ça continue? Qu'est-ce qu'il me dit mon énoncé? Il me dit maintenant convertir les codes binaires obtenus en décimales. Ok, donc je vais reprendre mon nombre binaire que j'ai obtenu et je vais récupérer la partie décimale. Alors ça, c'est le résultat de mon XOR, le OU exclusif. Et je vais reconvertir ça en décimale. Donc je me mets cette fois-ci en binaire. Hop. Et en binaire, je vais essayer de faire 0. Alors, je vais faire juste un 1. Un 1 va me donner en décimale 3. Ok. Et de l'autre côté, j'ai 0, 1, 1, 2, 3, qui va me donner en décimale 8. Voilà. Et donc, 3, c'est simplement, ça va me donner D. Et 8, ça va me donner I. Et donc, j'ai codé normalement mon mot IO, YO, devient DI. Ok. D'accord, donc j'ai donné le mot codé, qui est DI. Alors, la dernière question, elle se demande, que se passe-t-il si nous refaisons le même traitement avec la chaîne que nous venons d'obtenir? Bon, bah, on va le faire, hein. Donc, de toute façon, là, on a déjà la conversion. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait déjà calculé la conversion en binaire. Donc, la conversion en binaire, on l'a ici, hein. Donc, on va juste prendre, voilà, D, c'est 3 en décimale, I, c'est 8 en décimale. On va juste reprendre la représentation binaire puisqu'elle est déjà calculée ici. Hop. On va juste la reprendre. Hop. Je vais reprendre ma clé. Hop. Je vais reprendre ma clé. Et je vais recalculer un XOR dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, 0 et 1, c'est différent. 0 et 1, c'est différent. 0, 0, c'est pareil. Pareil, pareil. 0, 0, c'est pareil. 0, 1, différent, 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 pareil. Ok. Et on s'aperçoit, en fait, si je prends maintenant toujours ma calculatrice de programmeur, je me mets toujours en binaire et je fais 1, 1, 1, 2, 3. Je vais me retrouver avec le décimal 24. Là, je fais 0, 1, 1, 1, 0. Et je me retrouve avec le décimal 14. Ah, tiens, c'est des valeurs que je connais, puisque le 24, je l'ai là-haut. Le 14, je l'ai là-haut. Et donc le 24, c'est la lettre Y. Le 14, c'est la lettre O. Et donc on s'aperçoit que si jamais je fais mon OU exclusif, eh bien en fait, la première fois, je vais crypter. Et si je refais le OU exclusif exactement de la même manière sur la chaîne qui a été cryptée, je vais revenir à mon message d'origine. Donc c'est un cryptage symétrique, en fait, où la fonction de cryptage et la fonction de décryptage, en fait, elle a exactement la même fonction. Vous avez juste besoin de la clé pour pouvoir décrypter, tout simplement. Et donc la question qui se pose est là, que se passe-t-il si nous refaisons le même traitement sur la chaîne que nous venons d'obtenir? Eh bien nous retournons sur la chaîne d'origine, ce qui veut dire en fait que la fonction de cryptage et de décryptage est exactement la même en fait. Simplement de faire 2 fois l'opération va nous ramener à notre point de départ. Donc cette première partie nous a fait explorer un petit peu les nombres exprimés dans une autre base, ici le binaire, et nous a fait un petit peu travailler avec cette notion de binaire. Ok, donc c'est la première partie de l'arithmétique qu'on a déjà vue. Deuxièmement, on va s'intéresser maintenant à une idée de John. John, lui, se souvient d'avoir entendu parler de codage affine. Par contre, il ne sait plus trop comment ça marche. Il a entendu en cours, c'est une notion qu'il a entendue, et alors il savait qu'il y a des propriétés, mais pour l'instant, il s'en souvient plus trop. Donc, il essaie de regrouper les connaissances dont il se souvient, et il suffit, selon lui, de multiplier la valeur décimale d'une lettre par un nombre entier quelconque, et si ce résultat dépasse 25, on prend le reste de la division entière par 26. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il pense qu'il suffit de multiplier la représentation décimale d'un nombre par un nombre, et si jamais ça dépasse 26, en fait, on va le remettre dans l'intervalle 0,25. Imaginons, par exemple, je prends le nombre, je sais pas, 8. 8, hein. Si je prends la valeur b est associée à la valeur 2, 2 fois 8, ça va donner 16, donc 16 va me donner une représentation qui est encore dans l'intervalle 0,25. Par contre, si je prends la lettre K, par exemple, qui vaut 10, et bien si je la multiplie par 8, ça va me donner 80. Et donc,
il n'y a aucune lettre qui correspond à 80. Donc du coup, pour retomber sur une lettre valide, je vais simplement faire un modulo 26 qui va de nouveau me donner une valeur décimale qui va être dans l'intervalle 0,25. Alors qu'est-ce qu'il aimerait faire, lui, John, de son côté? Il aimerait convertir chaque lettre en un nombre décimal. Pour l'instant, ça ne change pas de Kim. Il a besoin d'associer à une lettre un entier pour pouvoir de nouveau faire des opérations dessus, parce que c'est pas commode de faire des opérations sur des lettres. On va multiplier ce nombre ensuite par un entier k, et on va prendre le reste de la division entière par 26. On va reconvertir la séquence décimale en caractère, donc puisqu'on va de nouveau avoir un nombre entre 0 et 25, on va de nouveau pouvoir associer une lettre au nombre décimal qu'on a obtenu. Et ensuite, il enverra son message à Kim, et il lui enverra la valeur de k qu'il a utilisée, donc le coefficient par lequel il a multiplié la valeur décimale de la lettre, pour qu'elle puisse décoder à son tour le message. C'est toujours le même principe, hein, si jamais vous voulez envoyer un message crypté, il faut que la personne à qui vous l'envoyez soit en mesure de le décrypter. Et là, Kim va avoir besoin de k, comme John avait besoin de la clé, lorsque en fait, Kim lui a envoyé un message. Bon. Alors, pour le décodage, John a momentanément oublié comment cela fonctionne, mais bon, il travaille déjà un petit peu sur l'encodage dans cette partie, et puis le décodage, on le verra un petit peu plus tard. Alors, la première question, pareil, on va essayer de voir si vous avez compris l'énoncé, et on va vous aiguiller un petit peu dans une direction qui va vous permettre de comprendre un petit peu mieux l'énoncé si jamais ce n'était pas le cas. John a-t-il raison de penser que si je prends le reste de la division entière par 26, je vais forcément obtenir un nombre compris entre 0 et 25 ? Alors oui, il a tout à fait raison, hein, pour une raison simple, c'est que si jamais je me retrouve avec des nombres qui sont inférieurs à 26, et bien tout simplement, alors je peux ouvrir idle, hein, comme ça on fera directement les opérations en Python, avec l'opérateur modulo. On va juste essayer de faire tout simplement un for i in range 0, qu'est-ce que je peux donner, 0,50, hein, et on va faire ça tout simplement. Je vais prendre des nombres de 0 à 50, et tout simplement ce que je vais écrire, c'est que je vais écrire print, je vais écrire mon nombre i, je vais écrire 2 points, et je vais écrire i, je vais écrire i modulo 26. Voilà, ça devrait être bon. Non, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah. Ouais, il faut que je fasse. Alors, hop. Il faut qu'effectivement je convertisse en string mes chiffres, sinon il va pas en vouloir. Il va pas vouloir les concaténer. Ah, j'aurais pu faire avec des virgules. Hop, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe si je m'amuse à faire ça? En fait, on va s'apercevoir que je vais tomber sur des nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je vais m'arrêter à 25. Et quand je vais tomber sur un multiple de 26, en fait, mon reste va de nouveau retomber à 0, et je vais continuer comme ça. Jusqu'à ce que j'arrive de nouveau au prochain multiple de 26, qui est 52, et je vais de nouveau tomber à 0. Donc vous voyez que, alors ça on l'a fait par application, hein, donc vous voyez que les restes de la division entière par 26, ou les restes de la division entière en généralisant par n, en fait, vont toujours faire en sorte que je vais me retrouver avec un nombre qui est compris entre 0 et n-1. Voilà. Donc, John a parfaitement raison, en pensant que si jamais il prend le reste de la division entière par 26, il va effectivement se retrouver avec un nombre qui est compris entre 0 et n-1, et là, comme n c'est 26, il va se retrouver avec un nombre entre 0 et 25. Ok, donc il a tout à fait raison dans son raisonnement. Donc John utilise un multiplicateur k égale 4 pour son premier codage, et il veut coder le message RE. Ok. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Je vais reprendre ça, et je vais enlever la solution de Kim, on n'en a plus besoin. John il se dit tout simplement, je vais juste multiplier par 4 le nombre qui est associé à la lettre. Donc là on s'aperçoit qu'effectivement en multipliant par 4, là on arrive à 24, mais bien vite en fait on dépasse les 26. Donc je ne veux pas juste multiplier par 4, je veux aussi prendre le modulo, le reste de la division entière, par 26. Donc je fais un modulo 26 avec la fonction mode, et je vais tirer ça vers le bas,
et je vais m'apercevoir, en fait, voilà, en quoi vont être convertis les différents chiffres. Bon, donc lui, il dit convertir les lettres en nombres décimaux, ça mon tableau Excel me le donne, multiplier ces nombres par 4, c'est ce que j'ai fait, prendre le reste de la division entière par 26, je l'ai fait aussi, retrouver les lettres correspondantes à la valeur décimale et donner le message codé. Et ça, il veut le faire avec RE. Donc RE, la valeur décimale de R, on va la retrouver, R c'est 17. La valeur de E c'est 4. Après conversion, 17 devient 16. Après conversion, E devient 16. Ah, problème. 16 est la lettre Q. Donc, problème ici, si je prends le message RE, j'obtiens QQ. Bon, ça c'est pas génial. On va pas s'avancer, mais normalement c'est pas génial. Selon vous, est-ce que ce code est utilisable? Alors effectivement, ce code n'est pas du tout utilisable, parce qu'en fait, il faudrait qu'une lettre n'ait qu'un seul... il faut qu'une seule lettre soit codée en une et une seule lettre. Et là, on s'aperçoit que l'on code R ou que l'on code E, en fait, les deux vont donner la lettre Q. Ce qui fait que quand vous voulez décoder le message, en fait, vous ne savez pas si le Q qui est ici correspond à R ou il correspond à E. Et donc, votre fonction de cryptage ne fonctionne pas. Donc, c'est assez dommage, hein, mais en fait, la fonction qui est proposée par John ne fonctionne pas, puisque deux lettres donnent finalement le même résultat, et ça, c'est pas possible dans une fonction de codage. Bon, ben, on va pas se laisser démonter, on va quand même essayer de voir si je peux pas récupérer quand même une fonction qui marche. Alors quand John voit ça, il est un peu éberlué, il se dit « Ah, purée, oui, c'est vrai ». Et il se souvient tout d'un coup que le nombre k, le nombre par lequel on a multiplié la partie décimale de chaque lettre, en fait, ça peut pas être pris au hasard. Elle doit quand même respecter une certaine propriété, et cette propriété, c'est que le PGCD de k et de 26 doit être 1 pour que le codage fonctionne. Et on s'aperçoit en fait que le PGCD de 4 et 26, eh bien c'est pas 1, et c'est pour ça que ça marche pas. Alors, on va déjà décomposer pour se faire 26 en facteur premier. Alors si je veux décomposer 26 en facteur premier, je reprends la liste des nombres premiers, 7, 11, 13, 17, j'en ai pas besoin de plus. Est-ce que 26 est divisible par 2? Oui. C'est 2 fois 13. Ah, et je m'aperçois que je m'arrête tout de suite, puisque 13 est également un nombre premier. Donc 26 c'est 2 fois 13, donc j'ai déjà récupéré tous les nombres premiers. Et j'ai donc ma décomposition. La deuxième partie de la question va vous demander, du coup, donner la liste des valeurs de k possibles pour un codage affine compris entre k compris entre 0 et 20. C'est-à-dire que je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et je veux savoir, en fait, quels sont, finalement, tous les nombres qui correspondent, qui pourraient être des bonnes valeurs de k pour lesquelles le codage affine marcherait. Donc il ne faut pas, en fait, que je me retrouve avec un nombre dont le PGCD de 26 et ce nombre-là soit plus grand que 1. Donc en fait, il ne faut pas que je trouve un nombre qui partage les diviseurs avec 26. Et les diviseurs de 26, c'est 2 et 13. Donc je vais simplement enlever tous les nombres qui sont multiples de 2 et de 13. Alors 0, puisque 0 divisé par 2 donne 0, donc ça c'est multiple. Donc c'est tous les nombres pairs. 2 divisé... Je vais enlever tout ce qui est multiple de 2, puisque j'enlève tout ce qui est multiple de 2. Voilà. Et dans cette liste, je vais aussi enlever tout ce qui est multiple de 13. Donc je vais enlever le 13, et après j'en ai plus, puisque le prochain serait 26. Et donc je vais obtenir ici toute la liste des valeurs de k qui fonctionnent pour un codage affine. Donc toutes ces valeurs-là de k fonctionnent. Voilà, donc j'ai répondu à la question aussi du deuxième exercice. Troisième exercice, cette fois-ci on va faire rentrer des notions de congruence dans notre problème. Alors John décide finalement d'utiliser la valeur k égale 9. Alors est-ce qu'il a raison de le faire? On va reprendre la liste qu'on avait. Effectivement, 9 est bien dans notre liste, ça veut dire que John a raison de prendre k égale 9. C'est une fonction qui va permettre de faire fonctionner le codage affine.
Donc il reste à John à retrouver le mécanisme de décodage. Là aussi, il commence à fouiller dans ses souvenirs et il va essayer de se souvenir comment ça marche. Il se souvient que l'on peut le retrouver avec les notions de congruence. Pour décoder, il faut trouver un nombre K1 tel que l'on peut décoder en réalisant les opérations suivantes: convertir chacune des lettres en nombre décimal, multiplier le nombre décimal par K1, calculer le reste de la division entière du produit par 26, reconvertir la séquence décimale en caractères, lire le message décodé. Bref, en fait, ces étapes, c'est exactement celles qu'il a fait pour coder. Sauf qu'il avait codé avec le nombre K, et maintenant il va essayer de décoder avec le nombre K1. Problème, pour l'instant, il sait qu'il a codé avec K égale 9, mais il ne sait pas, en fait, quel est le nombre K1 avec lequel il va pouvoir décoder. Bon. Alors, on va réaliser la même opération, sauf qu'on va devoir chercher K1. Mais comment, en fait, déterminer ce K1 ? Ah si, John se souvient. K1 est déterminé à partir de K, K fois K1 est congru à 1 modulo 26. Ça veut dire que la multiplication de K par K1 donne un nombre qui, divisé par 26, donne 1. Enfin, donne un reste de 1, pardon. Donc dans notre exemple, on sait déjà que K égale à 9. Donc on sait que 9K1 est congru à 1 modulo 26. Ok, bon. Alors ça, pour l'instant, ça ne nous aide pas des masses. Alors on va essayer, qu'est-ce que nous donne finalement notre énoncé ? Il nous dit que montrer que 729 est congru à 1 modulo 26. Bon, alors le cours nous le dit comment le calculer. Si jamais 729 est congru à 1 modulo 26, ça veut simplement dire que 729 moins 1 est égal à 26 multiplié par K avec K entier. Bon, alors on va prendre notre calculatrice, cette fois-ci on va la remettre en mode standard, et on va dire en fait que 729 moins 1, ça va donner 728. 728 divisé par 26, ça va nous donner 28. Ok, donc ça veut dire que 728 est égal à 26 fois 28, plus un reste de 0, donc ça veut dire que 728 est bien un multiple de 26. Ok, donc on a bien montré que 729 est congru à 1 modulo 26, avec une définition du cours. Montrer que 729 peut s'écrire sous la forme S au carré, donc que 729 est le carré de quelque chose. Bon, ça, on peut le montrer rapidement, on prend la calculatrice, et on va prendre tout simplement 729 et on va en faire la racine carrée. Ah, la racine carrée de 729, c'est 27. Donc ça veut dire que 27 fois 27, ça me donne 729. Ok, donc 729 égale 27 fois 27. On a un carré. Alors, montrer que 1 égale t carré. Bon, ça c'est quelque chose qui est assez facile à montrer. 1 est égal à 1 carré, est égal au carré de 1. 1 fois 1, ça fait 1. Donc, on a également 1 qui est égal à 1 carré. Donc, exprimer l'expression vue en 1 en fonction de S et T, en fait, on s'aperçoit que 27 fois 27, c'est congru à 1 fois 1 modulo 26. Bon. Ok. Alors, on va pouvoir essayer d'estimer la valeur de K1 et vérifier notre résultat. Comment est-ce que je peux faire ça? Alors déjà, il y a cette notion de carré. Alors je vais le mettre un petit peu différemment. Je vais mettre 27 au carré égale à 1 au carré égale 26. Bon, alors cette question, elle est un petit peu piège. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà vu, dans les notions de cours que l'on rappelle en haut, c'est tout simplement que on avait dit que si je vais la réécrire comme ça, si A congru à B modulo n, alors pour tout P entier naturel, je vais écrire comme ça, A puissance P congru à B puissance P modulo n. Bon. Pourquoi est-ce que je dis que cette question est un petit peu piégeuse? Parce que, en fait, nous, on a l'inverse. On a pour l'instant 27 au carré est congru à 1 au carré.
Donc en fait, on a a puissance p est congru à b puissance p modulo n, hein, avec p égale à 2 et n est égal à 26. Cette question elle est piège parce que en fait, c'est si a est congru à b modulo n, alors on a a puissance p congru à b puissance p modulo n, et pas l'inverse en fait. Je peux pas dire parce que j'ai a qui est congru à b modulo n que racine de a est congru à racine de b modulo n. Ça, je peux pas en conclure. Par contre, le fait que si a est congru à b modulo n, alors a puissance p est congru à b puissance p modulo n, ça veut dire qu'en fait, ça peut être possible. Ça peut exister. On va juste essayer de voir si ça existe, hein. C'est pour ça que j'ai pas dit d'en conclure, on va estimer n. Alors, où est-ce que je retrouve n en fait ? Tout simplement, je me rends compte que pour l'instant, j'ai un k qui est égal à 9. Je vais récapituler pour l'instant. Et moi, je cherche k1 tel que k multiplié par k1 congru à 1 modulo 26. Alors, j'ai pas tout à fait cette expression. J'ai une expression au carré. Donc, si ça, c'est le cas, ça veut dire que automatiquement k1 au carré congru à 1 au carré. Alors est-ce que j'ai ça ? Eh bien j'ai quelque chose qui s'approche de ça, effectivement. J'ai un 27 au carré congru à 1 au carré modulo 26. Et j'ai k qui est égal à 9. Donc si k est égal à 9, je peux le remplacer, hein. J'ai 9k. Ok. Comment je détermine k1 ? Comment est-ce que je passe de 9k1 à 27 au carré ? En fait, je vais déjà essayer de voir, est-ce que k1 ne serait pas égal à 3 ? Si k1 est égal à 3, eh bien, j'ai 9 fois 3 au carré, congru à 1 puissance 26, 3 fois 9, 27. Et je retombe sur le 27 au carré, congru à 1 au carré, modulo 26. Ok. Donc K1, on pourrait être égal à 3. Par contre, c'est vrai pour le carré. Est-ce que c'est vrai maintenant si je reviens à la version de base ? Ça, on va essayer de le calculer. Est-ce que si je multiplie, j'avais dit, hein, je cherche en fait K1, K multiplié par K1 congru à 1 modulo, 1 modulo 26. Donc, avec la petite aide que j'ai eue jusqu'à maintenant, est-ce que finalement 3 fois, je sais que k est égal à 9, fois 3, congru à 1 modulo 26 ? Bah en fait, 3 fois 9, ça fait quoi ? Ça fait 27. Ok. Si je prends 27 et que je prends le reste de la division entière, bah, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 27 modulo 26, ça va me donner 1. Et donc, effectivement, 27 est bien congru à 1 modulo 26. Et comme k est égal à 9, et que je l'ai fait avec k1 égale à 3 et k égale à 9, eh bien, effectivement, j'ai bien k1 qui est égal à 3. Donc là, on l'a fait avec une petite aide de l'exercice. On a utilisé la propriété qu'on avait sur le carré. Par contre, encore une fois, je le redis, hein, c'est une question un petit peu piège. C'est pas parce que le carré est vrai que la racine carrée est vraie. Mais là, on a juste testé notre intuition. L'intuition avait l'air de dire que k1 pouvait être 3. Donc on a mis k1 est égal à 3. Et on a essayé de calculer avec k1 égal à 3. Et on a vérifié effectivement que ce k1 est égal à 3 avait l'air de marcher correctement. Donc on a estimé la valeur de k1 avec la petite idée qu'on avait pu avoir. On a testé le résultat. Effectivement, avec k1, 3, et bien 9 fois 3, ça fait 27. Et 27 est bien congru à 1 modulo 26. Bon, alors on va montrer à l'aide d'un tableur que le décodage fonctionne bien pour les valeurs de k et de k1. Alors comment je peux faire ça ? Bah, tout simplement, le codage affine, cette fois-ci, il est plus multiplié par 4, mais il est multiplié par 9. Donc ça, j'obtiens mon codage. Et donc j'ai dit que j'ai codé avec 9, donc je vais dire que je vais décoder avec 3. C'est tout simplement, je vais donc prendre le modulo 26
de la valeur de mon chiffre codé multiplié par 3, et je vais prendre ça en modulo 26. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends la représentation qui a été codée, je la multiplie par 3, et je prends de nouveau le modulo 26. Et donc 0 devient 0, et normalement, en fait, vous voyez que j'ai de nouveau les lettres dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 25. Donc je suis bien arrivé à coder avec ma fonction affine, et je suis bien arrivé à la décoder, et j'ai de nouveau mes nombres dans l'ordre. Ok. Donc là, on a montré que cette fois-ci, la fonction affine marche. On a montré que toutes les fonctions affines ne marchent pas, les cryptages affines ne marchent pas. On a montré qu'il fallait respecter certaines règles, et une des règles à respecter, c'était justement d'avoir un nombre k qui a un PGCD avec 26 qui est égal à 1. Et en fait, comment est-ce qu'on décode? Eh bien, on cherche simplement un coefficient k1 tel que k multiplié par k1 est congru à 1 modulo 26. Voilà, un petit peu comment est-ce qu'on a fait. Et on a fait le tour, justement, avec cet exercice, des notions de changement de base, des notions de divisibilité et des notions de congruence. Voilà un petit peu un exercice type qui vient d'être résolu sur la notion d'arithmétique. Donc arithmétique, c'est un sujet qui est quand même assez complet, où on a vu énormément de choses. On est parti sur la conversion de base, on a parlé de divisibilité, et on est parti aussi sur les notions de congruence. Donc l'important, c'est de toujours garder en tête toutes les propriétés que l'on a vues dans le cours, et ces propriétés-là, on peut essayer finalement de voir comment est-ce qu'elles peuvent nous aider, comment est-ce qu'elles peuvent nous donner une petite intuition sur la séquence à suivre. Donc cet exercice est plutôt compliqué par rapport à ce qui peut être demandé en CCF, puisque j'ai essayé de mettre dedans toutes les notions. Donc c'est rare de trouver un exercice quand même où il y a autant de notions différentes dedans, mais je voulais vraiment faire un tour de ce qu'il est possible de faire. Et encore une fois, on va souvent parler de cryptographie quand on va parler d'arithmétique, puisque la cryptographie, c'est un moyen justement de mettre un maximum d'éléments en place qui vont nous servir pour vérifier si tous les éléments d'arithmétique sont acquis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour vos révisions sur le chapitre d'arithmétique. Je vous donne rendez-vous très vite pour voir la suite des vidéos de révision et on va s'attaquer aux autres chapitres qui concernent le programme de maths algorithme du BTS SEO. A bientôt!